de l'équipe des chercheurs gérée par Valérie Semekachev. La parole est à vous, Valérie. Merci. Vous voyez sur ce diapositive tous les auteurs, les auteurs qui sont participés dans cette étude. Alors, le sujet de l'intervention. C'est notre première approche. On va parler un peu de l'histoire de cette question, d'où vient l'intérêt à cette question. Et après, voilà, nous avons 3 auteurs. C'est moi qui va parler surtout, mais mes 2 collègues, Vassily Akimov va parler également. Je l'ai vu sur l'écran. Si c'est le cas, donc je vais lui passer la parole. Oui, je suis en ligne. Merci. Alors, l'objectif de cette recherche, on voudrait considérer les possibilités d'utiliser la vente, le commerce du pétrole en rouble, quelles pourraient être les plateformes pour cette activité commerciale, quels pourraient être les effets, les avantages, les désavantages, quels pourraient être les risques et les défis auxquels on pourrait faire face dans le cadre de ce projet. Pourquoi est-ce qu'on parle déjà d'une telle tentative? Donc, tout d'abord, cela pourrait aider à enlever une partie de la tension liée aux sanctions. Les sanctions ont des implications pour l'économie russe et notamment la dernière série des sanctions a frappé assez fort, on considère, sur l'économie. On ne dirait pas que certaines sanctions sont plus réussites, plus efficaces que les autres, mais en tout cas, il y a des implications négatives. Voilà, et l'opportunité de compenser ce dommage, cela produit chez les opposants l'envie d'imposer de nouvelles sanctions. Voilà, donc pour nous, c'est important de trouver des opportunités de limiter les impacts des sanctions. Ensuite, une autre motivation, c'est le fait que les transactions internationales sont des passages étroits et difficiles pour le fonctionnement et le développement de l'économie russe. Et il y a beaucoup de difficultés, par exemple le commerce de pétrole qui se fait en dollars, entre autres. Le passage au commerce en rouble permet de surmonter des obstacles dont je vais parler plus tard. Ensuite, la transparence accrue de l'imposition fiscale sans réduction et finalement l'impact positif possible sur les prix sur le marché intérieur pour éviter les sauts de prix dont on souffre de temps en temps, donc au moins pour limiter cet impact. Ensuite, quelques mots sur l'histoire de cette question. À partir de 2006, en 2006 pour la première fois, Vladimir Poutine a parlé pour la première fois de cette idée et elle a refait surface à plusieurs reprises, mais dans les conditions de l'époque, il s'agissait seulement de limiter les coûts liés aux assurances, aux risques d'utilisation des monnaies étrangères, les coûts de transactions même, de services des transactions. Mais on a commencé à mettre en place les infrastructures, par exemple la bourse des marchandises internationales à Saint-Pétersbourg qui a été créée à l'époque et un des objectifs, c'était justement pour essayer de faire évoluer le commerce de pétrole pour passer au rouble au lieu de dollars. Quelle est notre position aujourd'hui? On a d'une part une réduction, des réductions applicables, d'autre part on a de l'inflation qui pourrait durer d'ici une dizaine d'années. Donc ce serait pas mal d'aller dans ce sens-là à long terme. C'est quelque chose qui est important.
Donc, comment est-ce qu'on calcule les prix pour le pétrole et comment est-ce que ça influence l'économie de Russie? En fait, cela influence le budget de Russie et cela, bien évidemment, a un impact sur l'industrie de pétrole. L'industrie du pétrole, en son tour, est l'acheteur des produits d'autres activités économiques. En plus, on lie notre prix de pétrole au prix de pétrole qu'on voit sur le marché mondial. En 2022, en fait, on avait une période quand les prix du pétrole étaient en hausse et le taux de rouble aussi changé et donc cela intensifiait la pression sur le marché intérieur. Donc ici, il est très important de comprendre que beaucoup est lié au prix du pétrole. Donc ici, on parle du budget de fonds de la richesse nationale, le balance commerciale. Donc on voit que oui, le changement de calcul, de mécanisme de calcul de prix, c'est un processus assez long et on peut voir beaucoup d'aspects qui influencent les différentes parties d'économie. Et maintenant, je pense que je vais passer la parole à Vassili. Je peux changer les diapos pour vous. Pardon, j'ai deux versions ici, en russe et en anglais. Chers collègues, bonjour. Je voudrais d'abord parler comment calculer le prix de pétrole dans le passé. Avant 2022, le prix de Urals était défini par les agences internationales, y compris l'agence à Rotterdam, après les sanctions de 2022 et après l'abolition de pétrole russe. En fait, ces mécanismes de calcul de prix du pétrole ont perdu leur représentativité. C'est pourquoi on a établi une nouvelle méthodologie pour cela. On prenait les prix moyens dans les ports de sud et de ouest de la Russie et à cela on ajoutait le coût de transportation de pétrole jusqu'aux acheteurs européens. Avec la vente à l'Inde et à Chine, bien évidemment, on ne peut pas utiliser les mécanismes de calcul d'avant non plus, mais sous les conditions d'aujourd'hui, sous les conditions réelles, les prix de pétrole dans les ports russes était en baisse. C'était au niveau de $2 par baril et avec le taux de transportation maritime, en fait, les prix actuels n'étaient pas réels. Donc, c'était en fait la baisse artificielle, la diminution artificielle du prix du pétrole et pour que les revenus budgétaires ne souffrent pas à cause de cela, on a introduit la méthodologie de comparaison avec le prix de Brent et comme Помимо снижения цены на российскую нефть произошло также, как я уже говорил, увеличение издержек, связанных с организацией ее экспорта. Сочетание этих факторов негативно повлияло на доходы российских нефтяных компаний и, конечно же, не избавило их от необходимости. Évidemment que cela a impacté
l'activité des entreprises russes et comment ils payaient les impôts. Comme avant cette méthodologie de prix de pétrole était basée sur les cotations des agences internationales, après, on commençait d'utiliser les données de bourse de Saint-Pétersbourg. En fait, la différence principale était que le moyen était calculé en méthode différente. On ne prenait pas le moyen arithmétique, on prenait le moyen des transactions dans les ports. Et ensuite, dans ce nouvelle approche, on a ajouté l'élément de transportation, le composant de transportation, et ce montant aussi pouvait être défini en permanence. Donc, on attendait que cette méthodologie pourrait être introduite pour calculer les impôts en 2025, mais en fait, cela n'a pas devenu la réalité. En plus, on essayait d'utiliser l'index de Gazprombank qui était basé sur l'index de Bloomberg, mais en fait, cette méthodologie ne pouvait pas être utilisée pour calculer les impôts. Sur le diapo suivant, vous voyez que vous voyez ce schéma et en fait l'approche proposée par la bourse de Saint-Pétersbourg n'a pas été implémentée. Donc on a suggéré qu'on pourrait utiliser l'approche suivante. Donc finalement, la méthodologie que vous voyez sur l'écran prend en compte que maintenant le pétrole est transporté par les routes qui traversent la partie est du pays, mais comme vous voyez de cette formule sur le diapo, les prix dans les ports de la partie d'ouest de Russie ont plus de poids. Et les ports de l'Est ont que 0,22%. Les cotisations pour le pétrole ont pris près et selon l'agence Argus. Et ensuite, prenant en compte tout ce qui a été dit, on peut tirer les conclusions suivantes. La nouvelle méthodologie, même si on a changé les principes, cette méthodologie est toujours plus orientée vers les marchés européens. Et cela résulte en diminution des cotisations d'Urals et cela peut influencer les revenus budgétaires. Donc, la méthodologie qu'on utilise aujourd'hui toujours est dépendante des indicateurs et des calculations des agences occidentales et comme cela, ces indicateurs peuvent être manipulés et cela pourrait influencer le prix du pétrole. Bien évidemment qu'on aussi perçoit et registre l'influence des facteurs exogènes comme par exemple l'interdiction pour les marchés européens d'acheter le pétrole russe. Merci. Donc, comme vous voyez, le gouvernement s'adapte à cette situation et si on revient vers le diapo sur les années 2021-2022, donc l'escompte
qu'on a, la réduction qu'on a pour les impôts, et puis on voit l'influence de cet escompte. Donc c'est l'argent qui n'a pas été reçu dans le cadre des revenus budgétaires, et donc c'est l'argent que l'économie a perdu, et cela a influencé les multiplicateurs. Et ici, on voit le changement de structure de transportation de pétrole par mer. Donc Bloomberg font des calculs, il évalue les routes des pétroliers, et donc ici vous voyez les années 2022-2024, la plupart des exportations sont vers l'Inde et la Chine. Nous sommes très dépendants de ces deux acheteurs, donc ils ont l'influence sur le marché. Et si en fait on change le système de calcul des prix, on peut avoir les effets additionnels si on prend en compte ça aussi. Donc en 2022, la structure de marché était comme vous voyez sur le diapo, et maintenant on se focalise sur ces deux pays, et le reste, 10 ou 15% aussi, vont vers 3 ou 4 grands acheteurs de deuxième échelon. Sur ce diapo, vous voyez les différentes évaluations d'experts. Les sociétés pétrolières et les traders essaient d'évaluer les comptes, et ici vous voyez notre évaluation de cette réduction de cet escompte. Qu'est-ce que je veux préciser ici? Oui, on transporte pétrole vers les destinations plus loin, on a des coûts plus importants et on paye des impôts de cette activité, mais si on nous compare aux marques de pétrole standard, on voit quand même l'escompte dans l'échelle de quelques dollars par baril. Il est très difficile, par exemple, pour les sociétés russes d'effectuer le paiement vers les autres pays. Et oui, bien évidemment que la situation d'aujourd'hui, c'est le résultat de toutes ces conditions, des sanctions et de l'exportation vers l'Inde et la Chine. Et si on prend en compte le volume de ce pétrole et le prix en dollars, et si on essaie de calculer l'escompte, on peut très généralement dire que 2 ou 3 milliards de dollars ne sont pas reçus, ne sont pas gagnés par les sociétés russes, et en fait cela ne résulte pas en revenus budgétaires dans le format d'impôt. Donc, si on fait ce transfert vers les paiements en roubles, on peut diminuer ses pertes. Comment est-ce qu'on peut organiser cela? En fait, on a déjà parlé de porte de Cosmino. On peut utiliser les routes via l'océan Pacifique. On peut utiliser le chemin de fer, et puis on peut organiser les plateformes de commerce. Comment est-ce qu'on va organiser le paiement? On a le taux d'échange de roubles. On ne veut pas dire si le taux d'échange de rouble actuel est juste ou pas, parce que le taux d'échange de rouble est aussi influencé par les différentes circonstances et les sanctions. Donc, prenons Brent. On peut utiliser les prix qui sont utilisés pour le calcul des impôts. Donc, on peut
prendre le prix de Brent, diminuer ce prix par la transportation et l'escompte, et cela va nous donner le corridor de prix en roubles, et le corridor va ces deux niveaux de ce corridor en haut et en bas va donner la différence en 2-3 roubles. Cette marge peut être reçue par l'acheteur de pétrole en partie, et nous, notre avantage, c'est cette possibilité de faire contact en roubles, et comme cela, on va faciliter le paiement des impôts. Donc maintenant, les sociétés pétrolières et des entreprises pétrolières essayent de calculer les prix pour avoir plus de profit, et ici on pourrait recevoir les impôts dans la juridiction russe. Et ensuite, il y aura plus d'avantages. Par exemple, on pourrait en fait alléger les situations par l'absence de transactions transfrontalières. On pourrait avoir plus de transparence pour les revenus budgétaires et avoir les prévisions plus précises. Et bien évidemment, comme cela, on peut éviter la pression de la part des sanctions. On peut organiser le système et faciliter le système de paiement des impôts, et à cela, on peut lier les nouveaux mécanismes de calcul des prix. Et quand ces plateformes s'établissent, quand on voit qu'on peut déjà établir les prix futurs de pétrole, cela va rendre ce système plus optimal. Mais comme cela, on peut transférer cette responsabilité pour les pétrolières et le budget vers l'acheteur. Et bien évidemment que dans cette situation avec les États-Unis, cela va nous faire moins sensibles par rapport aux sanctions potentielles. Donc, comme cela, on va nous rendre plus forts dans le cadre de nos positions pour les négociations des conditions avec l'Inde et la Chine. Et les acheteurs externes peuvent aussi bénéficier de cette organisation parce que cela rendrait le pétrole moins cher par 2 ou 3 dollars par baril. Donc, comme cela, on peut exporter plus de pétrole de la part de nos ports d'Ouest. Donc, si on a les contrats en roubles, il faut d'abord recevoir les roubles. Et donc, comme cela, les acheteurs aussi vont faciliter ce processus quand rouble serait en train de devenir le monnaie de réserve. Oui, bien évidemment, pas toutes les entreprises veulent s'engager dans ce type d'activité, mais cette situation peut créer les conditions qui peuvent favoriser cela.
Yuri, vous pouvez m'aider ici avec la statistique, combien de temps ça prend pour que Petroli voyage vers la destination et revient vers son port en Russie. Mais en fait, il est possible de lier tous ces processus et rendre le système optimal. Donc, maintenant, je voudrais tirer les conclusions. On pense que ce type de plateforme serait très pratique, pas seulement de le point de vue de sécurité et la protection contre les sanctions, mais aussi on peut organiser quelque chose qui n'était pas un existant, qui n'était pas présent dans l'économie dans le passé. Avant, le schéma comme ça ne pourrait pas être rentable, mais dans le monde d'aujourd'hui, avec tous les changements de la commerce international, même les monnaies des pays occidentaux opèrent différemment et il y a l'intérêt pour les contrats dans les devises différentes. On peut avoir les avantages économiques. On a déjà nommé quelques avantages et l'État peut investir dans cette organisation et dans ses avantages monétaires. Merci. Alors, je vous invite à fermer la présentation pour qu'on puisse voir des personnes sur l'écran qui voudront poser peut-être des questions. Chers collègues, est-ce que vous avez des questions? C'est un sujet assez intéressant, je trouve. Et d'une manière ou d'une autre, on revient toujours vers la question des alternatives de paiement pour des transactions commerciales internationales. C'est donc un sujet qui revient. Alors, s'il n'y a pas de bénévole, c'est moi qui va poser une question. Ah, voilà. Je vois la main de Jacques. Jacques, oui. Commencez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La dernière présentation a été extrêmement intéressante. Est-ce que les auteurs ont des informations sur l'importance des discounts qui ont été offerts en particulier aux acheteurs indiens de pétrole? Merci. Il y a diverses évaluations, en fait, de l'importance de ce discount. Je pense que l'une d'elles figure sur le diapositive. Ah non, c'est pas la bonne page. Bon, on va vous montrer ce diapositive. Donc, c'était de 3 à 4, 5 $. Ça, c'est le prix calculé sur plusieurs points. C'est une évaluation d'assez bonne qualité d'une situation qui sera bonne et stable pour la Russie. Et il y a aussi des moments plus instables et moins bénéfiques pour la Russie où le discount était beaucoup plus grand. Alors, c'est moi qui va poser une question. C'est une question conceptuelle. En fait, ce que vous proposez dans cette étude, c'est quelque chose qu'on a essayé déjà faire en Russie à plusieurs reprises. Pourquoi, à votre avis, ces efforts n'ont pas abouti? Alors, c'est quelque chose que j'ai dit quand vous étiez sortis. J'ai dit qu'avant 2021, où il y a eu une grande pression, et les coûts étaient comparables au discount
courant, il n'y a eu pas de sens, il n'y avait pas de sens de faire ce passage à l'époque. Et après, un autre élément que j'ai oublié de mentionner, nous avons eu récemment en séminaire où on discutait la question pourquoi est-ce que la Russie n'a pas de réserve stratégique du pétrole. Et des gens répondent on a beaucoup de pétrole dans le fond de la terre, on n'a pas besoin des réserves stratégiques. Mais en fait, bon, c'était le cas à l'époque soviétique, mais il y a des réserves de pétrole naturel qui sont en train de se diminuer, ce qui veut dire que la production va être limitée, va être diminuée encore. Cela peut nous amener à une situation où la production, l'exploitation, l'exploration du pétrole va devenir non rentable. Voilà pourquoi peut-être ce serait intéressant de créer une réserve stratégique du pétrole où une partie du pétrole exploré pourrait être gardée pour l'avenir. Bien sûr, l'économie de ce processus doit être encore élaborée et discutée, mais c'est une idée qui paraît être intéressante et pourrait peut-être aider à limiter les pertes, les dépenses du secteur pétrolier avec ce congèlement, en quelque sorte, du pétrole exploré. Merci, chers collègues.